La deuxième porteuse d'histoire ce soir s'appelle Nina. Nina est une femme debout. Une femme qui se bat contre la répétition de l'histoire. Une femme inscrite dans une lignée de femmes entravées. Et si pour conquérir l'émancipation, il fallait oser raconter ce qui, à travers les âges, à travers les kilomètres de distance, menace de se répéter, de se reproduire. Nina est une femme qui nous invite à se libérer de ce qui s'écrit malgré nous et voudrait nous réduire au silence de l'histoire. Moi, j'avais 8 ans quand ma mère est partie. Alors, partie, c'est le mot que j'emploie encore maintenant. C'est peut-être le mot qu'on nous a dit à mes frères et moi quand ma mère est allée s'installer à 500 km de là, l'été 1987. En fait, mes parents, ils divorçaient. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ce mot ne faisait pas partie de mon vocabulaire ou si c'est parce que personne l'a prononcé, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai compris quelques années plus tard. C'était un divorce taiseux, comme on sait les faire dans les années 80. En fait, ce départ, quand même, a laissé chez moi... c'était une sortie du jardin d'Éden. D'un coup, la vie s'est fait plus pesante. J'étais l'aînée, il fallait que je m'occupe de mes frères. Mon père travaillait beaucoup. Et il y avait cette espèce de tristesse diffuse où il n'y avait pas d'oreille pour l'écouler. J'avais donc un père présent et une mère loin, tant physiquement qu'affectivement. On voyait ma mère, on la voyait pendant les vacances principalement, de ce dont je me souviens. Une semaine... on faisait des activités avec elle, elle nous posait des questions, mais on n'arrivait pas, il n'y avait pas de lien de complicité. Elle restait loin. Peut-être on sentait qu'elle n'était pas très fiable. À l'adolescence, c'est le conflit avec elle qui a ponctué notre relation. Conflit d'abord parce que je lui ai demandé qu'elle paye une pension à mon père. Et puis... je crois un conflit principalement à plusieurs moments parce qu'on ne se comprenait pas. J'avais l'impression qu'elle ne me comprenait pas. Dans comprendre, il y a prendre avec. J'avais l'impression qu'elle ne me prenait pas avec ce que j'étais, qu'elle projetait quelque chose de notre relation auquel il fallait correspondre. Ça m'a posé beaucoup de questions. Donc, je suis allée chez beaucoup de psys. Et dans la vingtaine, il y a un psy qui m'a orientée vers la psychogénéalogie. Donc, il fallait que j'aille poser des questions à ma mère. Ma mère, elle était contente parce qu'elle avait l'impression que j'essayais de la comprendre. Donc, elle-même, elle avait fait des recherches, donc elle a pu me raconter pas mal d'histoires sur notamment les femmes de la famille. C'était son truc. Elle disait qu'il y avait une malédiction sur les femmes de la famille et qui avait été jetée par une gitane à mon arrière-grand-mère. Et donc, les femmes de ma famille vivent des amours déçus avec des hommes pas à la hauteur. Et puis, elle a cassé le cycle en ne subissant pas sa relation et en étant libre. Bon, moi, ça m'a un peu pesé, cette malédiction. Ça m'a même encombrée et ça n'a pas rangé la relation avec ma mère. Ce que j'ai pu comprendre un peu quand même, malgré tout, c'est qu'elle avait eu une mère qui lui avait donné ce que j'appellerais un amour froid. Et que peut-être ça expliqué ce qui se passait entre nous. En tout cas, moi, je m'étais dit que jamais j'abandonnerais mes enfants. Je suis devenue mère à 28 ans, au même âge que ma mère. Quand j'ai appris que j'attendais une fille, j'étais enceinte de 7 mois. J'étais persuadée d'être enceinte d'un garçon.
Puis moi, j'avais toujours vécu avec des garçons, avec mes frères, avec mon père. L'amour maternel, franchement, voilà, je connaissais pas trop. Et je me rappelle un moment de déception en me disant que je n'allais pas savoir faire avec les filles. Et puis j'ai eu ma fille et en fait, c'était simple. Enfin, je sais pas, l'amour était là, c'était limpide. Je me sentais proche d'elle. J'avais envie d'être avec elle. Enfin, c'était simple. Aux 3 ans de ma fille, on s'est séparés avec le papa. Et on se séparait en bons termes. On a fait une garde alternée. Et 1 an après, on m'a proposé un travail que je ne pouvais pas rater et qui était à 800 km de là. Tout m'encourageait à partir. Mais le père de ma fille me soutenait là-dedans. Mais il m'a dit qu'il aimerait garder notre fille pendant 1 an pour, il m'a dit, consolider son rôle de père. Moi, en fait, cette demande, c'était très compliqué pour moi à vivre. J'avais peur que l'histoire se répète. J'allais encore, moi, comme ma mère, privilégier ma vie professionnelle et sociale et laisser derrière moi mon enfant. Pourtant, je suis partie. Et pendant 1 an, je l'ai vue quand même assez régulièrement, mais c'était une année très difficile. Quand elle a eu donc 5 ans, elle est venue vivre avec moi. Et j'ai retrouvé, comment dire, j'avais pu avoir des doutes sur ma capacité à être mère, je crois, pendant ce moment-là. Et puis, les choses se sont redéroulées de façon assez limpide avec elle. Et j'avais l'impression que elle était bien avec sa maman. Et puis, 1 an après, son papa a demandé à ce qu'on fasse une garde alternée, 2 ans chez lui, 2 ans chez moi, à 800 km d'écart. C'est pas un objet qu'on trimballe, notre fille. Je pouvais pas accepter que ça se fasse comme ça. Et il fallait bien qu'elle vive quelque part. Je comprenais son désarroi à lui, mais c'était pas possible de faire comme ça. J'aurais voulu qu'on en parle. Mais en fait, tout d'un coup, ça s'est sorti de beaucoup de critiques sur ma personne, et notamment en tant que mère. Et donc, j'ai saisi un juge pour avoir une décision extérieure. Là, on est entré dans un tunnel pendant 2 ans de jugement. Alors, de jugement dans tous les sens du terme. Lui, beaucoup de jugements. En fait, j'avais fait rentrer le loup dans la bergerie et tout était source d'accusations sur tout ce que j'étais. Et jugement, parce qu'on a vécu 3 jugements successifs, dans lesquels à chaque fois, il y avait des dossiers à charge sur moi. Dans le premier jugement, j'ai obtenu la garde de ma fille, et le deuxième jugement lui a donné la garde. Donc, ma fille devait repartir à 800 km. Bon, moi, j'étais effondrée. L'histoire se répétait. Je ne vous ai pas dit la cerise sur le gâteau, c'était que ce jugement est tombé aux 8 ans, l'été des 8 ans de ma fille. Je ne pouvais pas ne pas faire le lien avec l'été, moi, de mes 8 ans. J'ai fait appel de cette décision. Il y a eu une date donnée 40 jours plus tard. J'ai traversé le désert. J'ai beaucoup réfléchi à... Enfin, j'étais en colère, en fait. J'étais en colère contre mes parents, notamment de toute cette histoire non résolue que je revivais, en fait, malgré moi. Les circonstances s'amoncelaient comme ça pour que je revive la même chose. Comment dire ça m'avait fait vivre en vivant tout ça comme ma mère. En fait, j'étais partie vers quelque chose. J'étais partie pour mon épanouissement, comme ma mère. Donc, je pouvais comprendre ça. Mais elle, en me laissant, elle me condamnait à moi aussi. On aurait dit laisser ma fille. Lors du 3e jugement, en appel, on m'a restitué la garde de ma fille. Ma fille n'a pas eu le temps de repartir.
Depuis, je vis toujours avec elle. Elle a 17 ans. Je peux voir que je peux constater, en fait, en tout cas, j'ai plus peur d'être une mauvaise mère. En fait, je vois que tout simplement, en fait, je suis là pour elle, je suis disponible, je l'écoute, je m'adapte. Et finalement, en fait, je suis pas une mère abandonnique, je suis pas maudite, et je suis pas non plus parfaite. Les critiques et les accusations du père de ma fille n'ont pas arrêté. Ça fait 10 ans que je reçois des mails horribles, pourris, où tout est objet de reproches, toute décision à prendre est insupportable. Mais j'ai appris, en fait, dans tout ça, à arrêter de chercher à comprendre, arrêter de répondre, arrêter de douter. Et j'ai aussi appris à me protéger. Ma mère, dans toute cette histoire, n'a jamais été très claire dans son positionnement. Trop d'enjeux, je crois, pour elle. Trop compliqué d'être soutenante. Dernièrement, quelques mois, elle est allée chez le père de ma fille pour voir ma fille, sans m'en parler. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit que je ne pouvais plus en fait être en lien avec ma mère. Ça paraissait logique. Si je lui parlais, je nourrissais la bergerie qui allait se jeter dans la gueule du loup. Et je pouvais pas me retrouver dans une position comme ça encore insécure. J'ai essayé de lui réexpliquer par texto. Et là, tout était écrit. Et c'est pas que j'avais mal expliqué ou qu'elle avait mal compris ou qu'il y a quelque chose qui m'échappait. En fait, non, je pouvais pas m'y dérober. En fait, ma mère ne voulait pas respecter cette limite. Donc, c'est la première fois que je fais... Il y a eu beaucoup de rupture de lien pendant un temps avec ma mère, mais là, c'est la première fois que je fais une rupture pragmatique, logique, presque sans colère. Elle peut pas respecter mes limites, je peux pas lui parler. Évidemment, ça me touche, mais en fait, je m'offre... En fait, cette soirée, c'est sur les ruptures familiales. Et finalement, la rupture, pour moi, pendant longtemps, je crois que c'était un échec et qu'il fallait surtout tout éviter, tout expliquer pour l'éviter. Et là, cette rupture, c'est un chemin de liberté, en fait, qui s'ouvre. Ça me permet de me mettre à l'abri des émotions que j'ai pas envie de vivre. Et là, je pense à ma fille. Et je me dis que j'aimerais bien que ma fille ne mette pas autant de temps que moi pour réaliser ça. Et j'aimerais bien que ma fille ne se plie pas en 4 pour être en relation avec moi parce que je suis sa mère. J'aimerais bien que ma fille ne se plie pas en 4, d'ailleurs, pour personne, en fait. J'aimerais juste qu'elle puisse prendre acte de ce qui est, que je ferai partie des personnes qui lui font du bien longtemps. Merci. Orature est imaginé par Fouad Souak. Les porteurs d'histoire sont accompagnés par Ariane Vitou. À la coproduction, Sylvie Collet et Blanche Rabuteau. Antoine Stévignon est au son et au mix. Ce programme est produit par Pressy Live Studio. À bientôt pour de nouvelles histoires.